Des fois, je vous avoue que le monde d'internet me laisse quelque peu sur les miches. C'est peut-être moi qui deviens vieux, c'est peut-être le monde qui s'est collectivement décidé à péter un câble, mais j'ai de moins en moins de facilité à saisir les réactions des gens. Ou alors c'est Twitter. Ouais, non, c'est certainement Twitter. Reste que Has Been Hotel, sa réception, son contenu et l'ambiance générale qui règne autour de l'univers créé par Vivienne Medrano reste une source de perplexité totale pour moi. Alors on va détricoter tout ça. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, les erreurs qui ont été commises dans la narration, ce que cette narration fait de bien, et bon Dieu, mais c'est quoi cet univers que tout le monde a l'air de connaître 10 fois mieux que toi quand tu te lances pour la première fois dans cette étrange petite perle qu'est Has Been Hotel. Parce que oui, si on veut parler de Has Been Hotel, on est forcé de parler de l'univers dans lequel elle prend place, et de l'histoire même de sa conception. Et mes amis, comme beaucoup d'histoires aujourd'hui, celle-ci va commencer sur internet. Et plus précisément sur Tumblr. Quoique non, en vrai, même pas vraiment, car avant internet, avant Tumblr, et tout ce qui mènera Charlie à nous balancer dans le crâne les chansons les plus brainworm que j'ai eu le plaisir d'écouter depuis très longtemps, il y a eu Blenderstein. Blenderstein, c'est l'histoire d'une jeune livreuse qui tombe sur une étrange maison habitée par des créatures étranges qui vont l'enlever pour pratiquer sur elle d'étranges expériences. Sauf que pas du tout. En réalité, les monstres, malgré leur apparence, sont loin d'être de mauvais bougres et se révèlent bien que effrayants, dénués de mauvaises intentions, et laissent partir leurs captives après lui avoir fait tester leur invention bizarre. Petit projet de fin d'études, Blenderstein, et malgré son aspect étrange et sa diffusion extrêmement privée, pour vous dire, malgré qu'il ait été fait en 2011, il ne fut mis en ligne qu'en 2018, pour ensuite passer en non répertorié. Heureusement, aujourd'hui, on peut le retrouver facilement grâce à un réupload. Mais pourquoi je vous parle de ce petit court-métrage de 6 minutes, me direz-vous? Pas que son auteur ait vraiment fait grand-chose de ouf après ça, désolé, mais quand la majorité de ta carrière, c'est faire des storyboards sur Teen Titan Go, c'est pas franchement la gloire. Mais parce que dans les crédits, on trouve deux noms. Déjà, évidemment, celui de Vivienne Medrano, la créatrice de Helluva Boss et de Has Been Hotel, et notre sujet du jour, bien sûr. Mais aussi un autre nom qui ne vous sera pas inconnu et qui a très certainement influencé la jeune Vivienne dans sa découverte de l'animation. Dana T-Race, la seule et unique Dana T-Race, créatrice légendaire de The House, qui elle aussi fit ses toutes premières armes sur ce petit court-métrage, pas si insignifiant que ça finalement. Ça en est presque paradoxal, mais ce petit film que quasiment personne n'a vu a probablement été un des courts-métrages les plus importants de l'histoire de l'animation moderne. Et si je vous en parle, bon déjà parce que c'est quand même une sacrée anecdote, on va pas se mentir, mais aussi parce que ce petit film préfigurait pour l'une et l'autre une carrière axée sur le même type de thématique. Thématique que je vais appeler Guillermo del Toro-esque, car mon Mexicain favori a peu ou prou les mêmes. À savoir, les monstres ne sont pas forcément si vilains que ça, les déclassés et marginaux sont les vrais héros, les préconçus et préjugés sont toujours le signe de l'ignorance, les démons c'est cool, la magie c'est cool, et les LGBT c'est cool. Bref, comme dirait la patronne, be gay, do witchcraft. Vivienne, ce mantra, elle se le chevillera au corps et commencera à créer, tout d'abord sur Tumblr, quand le site existait encore. Conservatively, what percentage of our platform is porn? Un petit webcomics s'appelant Zoophobia, et évidemment que c'était avec des animaux anthropomorphiques, on est sur Tumblr, je vous rappelle. The frogs got tits out to here, Carmen! I've never seen bigger tits in my life! I've seen bigger. Where? Tumblr? Go to hell! Puis en développant lentement à la fois une communauté de fans et un second univers inspiré du premier pour ses personnages, et qui va enfin devenir le sujet du jour. Ce que je veux vous faire comprendre au-delà de qui est Vivienne et d'où elle vient, ainsi que dans quel courant créatif elle s'inscrit, c'est vous faire comprendre que son projet, sa production et sa réalisation est profondément marqué par son lieu de vie, ainsi que sa communauté et la réaction des gens autour de cela. Internet, les commus Tumblr, DeviantArt et bien sûr YouTube. Has Been Hotel et Helluva Boss, deux séries se déroulant dans le même univers, seront ce qui restera de toutes ces années de création. Et là, on va toucher à une particularité de l'univers.
Pour ceux ayant vécu dans une grotte les 3 dernières années, qu'est-ce que c'est Hazbin Hotel? Relecture du mythe de l'enfer et du paradis, Hazbin Hotel nous propose de suivre le projet un peu fou de Charlie Morningstar, fille de Lucifer et de Lilith, princesse des enfers, de repentir les âmes des pécheurs pour les envoyer droit au paradis, où ils pourront ainsi éviter le plutôt triste sort d'avoir à se faire tuer une nouvelle fois par le paradis lors de l'extermination annuelle que les anges leur envoient sur la figure pour garder la population à un taux acceptable. Pour cela, elle sera aidée d'une palanquée de personnages délirants et borderline, allant du dépressif au démon majeur. On y suivra en chanson leurs petites aventures pour tenter de sauver les enfers. Quant à Helluva Boss, on y suit l'histoire de Blitzo, un petit diable possédant par sa relation avec un duc de l'enfer, un grimoire lui permettant d'accéder au monde des humains pour y tuer quiconque ses clients le payeront pour. 2 séries bien différentes dans ce qu'elles racontent et comment elles le racontent, mais prenant place dans cet enfer bien barré. L'une, une comédie musicale aux enjeux énormes pour l'univers et produite par Amazon et A24, avec un casting composé d'immenses stars de Broadway. Pour ne citer que quelques-unes, on a Alex Brightman en Serpentius et en Adam, un mec que vous ne connaîtrez sans doute pas mais qui vous doit en partie le fantastique School of Rock avec Jack Black, ce qui explique certainement beaucoup de choses concernant les chansons d'Adam. Stéphanie Béatrice, que vous connaîtrez sans doute comme Rosa de Brooklyn Nine-Nine, mais qui est avant tout une chanteuse de grand talent. D'ailleurs, récemment, c'est elle qui doublait Mirabel dans Encanto. Et surtout, Keith David, My Beloved. Voix de Spawn, voix de Goliath dans Gargoyle, voix du Docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Oui, ce mec a un truc avec l'enfer et les persos de démons. De toute façon, c'est encore lui qui en parle le mieux, Welcome to hell, motherfucker! Bref, une production aux petits oignons avec un cast aux méga oignons et des moyens à plus savoir quoi en faire. Et à côté, une série plus amatrice, moins financée et clairement un projet secondaire. Probablement que les 2 pilotes d'ailleurs ont été réalisés pour que les producteurs puissent avoir un choix. Pourtant, ce projet secondaire n'a pas été mis en pause durant la production de Hazbin Hotel, et en est maintenant à sa 2e saison, en attendant la sortie de la 3e. Et le problème que ça a causé, ça et le fait que Vivienne soit pas foutue de ne pas divulguer des pages entières de background de ses personnages à qui le demande sur le net, spoilant du coup allègrement des révélations qui auraient dû être faites dans la narration, c'est qu'on se retrouve avec un univers qui est bien plus vaste que celui que Hazbin Hotel présente, mais qui pourtant va bien souvent estimer que vous ayez les clés de compréhension données par Helluva Boss. Pas que la série soit absolument regardable et incompréhensible, très loin de là, et que les choses soient claires, j'estime que Hazbin Hotel est l'un des trucs les plus qualis sortis depuis la fin de The Old House. Par contre, il est clair que ne pas être familier avec l'univers va vous mettre en face de ce que j'appelle, et ça tombe bien parce que c'est le titre de la vidéo, une overdose créative. Hazbin Hotel est une série qui a réellement, et c'est une sacrée foutue qualité, envie de vous projeter dans son univers. Chaque épisode, chaque scène qui nous est présentée tremble presque face à l'envie de la créatrice de nous présenter encore et encore plus de nouvelles choses. Et ça donne un ton très positif à la série, qui semble toujours, comme Charlie, avoir envie de nous faire découvrir les merveilles de son enfer. Mais cela aussi amène un défaut que je ne peux pas vraiment reprocher à Vivienne, mais plutôt au producteur, et au manque de contrôle, et peut-être même de relecture sur le script. En voulant absolument nous présenter le maximum de ces personnages qu'elle aime clairement par-dessus tout, et le maximum de cet univers qu'elle semble aimer encore plus, Vivienne a oublié parfois de rendre son histoire concise. Pour le coup, comme je vous ai dit, je lui en veux pas vraiment. Évidemment que quand on est mis face à une telle opportunité et qu'un tel monde qui est celui de la production professionnelle vous ouvre les bras, on se retrouve parfois à déborder de tout ce que l'on a envie de montrer et de dire. Mais reste que cela donne un récit très compact et lourd, dans le sens que beaucoup de choses sont lancées pour ne pas être résolues, et bien trop de scénarios sont présentés en trop peu de temps, donnant une certaine surdose et un très gros sentiment de grosse introduction, plutôt que de véritables saisons complètes bâties autour d'un scénario principal. A l'inverse, par exemple, d'un Helluva Boss dans le même univers qui va raconter une seule grande histoire, à même de durer plusieurs saisons, et bah ici, on a un peu du mal à saisir l'histoire propre de Charlie et de son hôtel. Pour clarifier les choses plus simplement, je dirais que Helluva Boss raconte l'histoire d'un personnage auquel des personnages secondaires viendront se rattacher et vivre à côté de l'histoire principale, la leur. Alors que Hazbin Hotel utilise son personnage principal comme fil directeur, mais est beaucoup plus intéressé par nous raconter l'histoire de ses personnages secondaires et les scénarios qui y sont reliés. On a plus l'impression que Charlie sert de prétexte à pouvoir raconter les histoires des occupants de l'hôtel qu'à raconter sa propre histoire à elle.
Et je suis désolé, mais ouais, c'est plutôt un défaut. Quand la série lance tellement de scénarios différents qu'on se rend compte qu'on préférait suivre entièrement l'histoire de certains plutôt que celle de Charlie, on touche à une faiblesse du script. Je pense notamment à Lucifer, Angel Dust et Alastor qui ont tous l'air plus profonds et plus intéressants que Charlie en elle-même. Ce que je nomme overdose créative vient de là. Chacune de ces histoires sont bonnes en elles-mêmes. Lucifer et sa dépression, Angel Dust et sa relation toxique et Alastor qui lui a carrément l'air d'être un personnage principal d'une série qui se déroulerait en parallèle. On se retrouve avec des tonnes d'histoires bonnes mais pas assez de temps pour clairement les explorer ni même correctement les lancer. C'est pas parce qu'on a plein de trucs intéressants à raconter qu'il faut tous les raconter en même temps. Lucifer est certainement le meilleur exemple de cela, apparaissant au final très peu, mais ayant un changement complet de personnalité entre sa première et sa dernière apparition, sans qu'on ait pu la voir se faire réellement. Et en étant d'ailleurs au passage un de mes personnages préférés, je le trouve incroyablement fun. They say when you're looking for assistance, it's smart to pick the path of least resistance. Others say that in your needy hour, there's no substitute for pure angelic power, who just happens to also be your blood. Finalement, le seul personnage à avoir réellement un arc qui se complète durant cette saison, c'est Serpentius, passant de traître loser à chef de guerre et ami fidèle et étant finalement la preuve que l'hôtel fonctionne, malgré le fait qu'on sente que c'est un personnage secondaire peu utilisé, reste que c'est le seul que cette saison a laissé raconter son histoire de A à Z en prenant relativement son temps. Et c'est pour le coup dommage parce que la série raconte des choses et a des tas de thématiques qui méritent clairement qu'on s'attarde dessus. Que ce soit directement dans ses scénarios, comme tout ce qui tourne autour des relations toxiques du personnage d'Angel, scénario probablement par ailleurs le plus sérieux et le plus dur visuellement, avec une description particulièrement dure des sévices que l'individu peut endurer durant ces situations, mais aussi dans les métaphores de ses chansons, particulièrement le doublé toxique, clairement la plus dure dans son texte et représentant bien les mécanismes de pouvoir d'un individu sur l'autre, le contrat sur l'âme n'étant au final qu'une manière directe de représenter les rapports de force dans les couples les plus violents et toxiques, jusqu'à ma préférée, Loser, déjà parce qu'elle est chantée par l'incroyable Keith Davis et que cet homme a une voix d'or et que j'adore toutes ses chansons. A loser, baby, a loser, goddamn baby, you're a fucked up little whiny bitch. You're a loser just like me. Thanks, asshole. Mais surtout sur son texte traitant de dépression et des manières de s'en sortir, de prendre conscience qu'on n'est pas le seul à souffrir et que ceux qui souffrent comme nous sont ceux à même de mieux nous aider à nous en sortir. En plus, c'est sur du jazz dansant absolument magnifique, non vraiment cette chanson est un banger absolu, probablement la meilleure de toute cette première saison. Et encore une preuve que Angel est probablement le perso le plus intéressant que la série nous a pour l'instant montré. Mais aussi dans ses métaphores les plus poussées, la série possède ainsi un ton très critique vis-à-vis de la religion et des règles de celle-ci. Une chose que de premier abord j'avais vu comme un défaut quand l'univers me semblait du coup ne pas respecter ses propres règles. Mais justement la série porte le message que les règles sont faites pour être changées, que rien n'est ni sacré ni écrit dans le marbre, que le paradis ne peut demander à l'enfer de se plier à ses règles, alors que lui-même ne suit visiblement pas ses propres mêmes règles, ni même d'ailleurs ne semble les connaître. Well, if you know so much, what do you think it takes to get into heaven? Une thématique qui va visiblement être centrale aux prochaines saisons, comme s'il n'y avait pas déjà assez à raconter. Alors évidemment, je ne vous cache pas que ce genre de récit va aussi avoir le super pouvoir d'énerver très très fort les droitos. En plus, la série est remplie de personnages LGBT et montre d'ailleurs une relation très tendre et réaliste entre Vailly et Charlie. Un vrai bon point de ce côté-là pour la série, probablement les passages les plus tendres du récit. Donc oui, vas-y Jean Droitos, ça y est, tu peux le mettre dans les commentaires que c'est une série woke qui veut corrompre la jeunesse. Voilà, maintenant que c'est fait, tu peux partir, nous on prendra ton avis en compte quand tu te seras fait pousser un cerveau. De toute façon, et de manière générale, l'univers de Vivienne, et c'est encore plus visible dans Helluva Boss, est un univers où les LGBT ont une très grande place. D'ailleurs, on peut même souligner que Helluva Boss tourne intégralement autour d'une romance gay masculine, et que c'est pas commun du tout. Surtout quand c'est aussi bien fait, et fait avec autant de tendresse. Big up à la chanson de Solace, ceux qui l'ont vu me comprendront, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'elle était belle.
Et du coup, même si vous l'avez compris, les scénarios reliés aux personnages sont trop nombreux, aucun n'est vraiment inutile et encore moins mal écrit. Et évidemment, comme toute œuvre, malgré ce que certains voudraient croire, Has Been Hotel porte en elle-même des thématiques politiques. D'ailleurs, de par son expérience personnelle, la créatrice Vivienne porte un récit intrinsèquement critique vis-à-vis de la religion, ayant grandi elle-même dans une famille chrétienne particulièrement intégriste et en ayant souffert dans sa chair, étant elle-même LGBT, il est évident que ces thématiques se retrouvent dans ses œuvres. Au-delà de la parodie des figures angéliques comme Adam, qui devient littéralement l'incarnation de la masculinité toxique, on y trouve surtout une remise en cause des règles de l'Église et un discours particulièrement critique sur l'hypocrisie de l'Église et de ses membres. Premiers à critiquer les pécheurs pour ne pas suivre les règles établies par l'Église, mais pourtant les premiers à les briser quand ça les arrange. Associé à son sous-texte sur la rédemption et sur les secondes chances qui doivent être attribuées à tous et ses personnages LGBT, on est sur un discours clairement en opposition avec les idées réactionnaires qui ont marqué l'histoire personnelle de la créatrice et qui malheureusement marquent aussi beaucoup l'histoire actuelle de son pays. Alors bien sûr, c'est pas révolutionnaire comme traitement, la figure de Lilith, ça fait très longtemps qu'elle a été récupérée par les mouvements féministes, tout comme celle d'un Lucifer légitime rebelle face à l'hypocrisie du pouvoir en place par les progressistes. Mais c'est un sous-texte toujours bienvenu qu'il est agréable de voir traité correctement, surtout quand il est très bien mis en chanson dans les vrais moments durs et sombres de la série. Donc oui, ne croyez pas que je plombe la série sur son écriture, je trouve que c'est très bien écrit, de manière générale. C'est vraiment sur son format trop resserré que je peste. La série aurait fait le doublé d'épisodes que ça aurait été parfait, bien que comme je vous l'ai dit, le statut de première série de la créatrice rend ses erreurs plus pardonnable et à placer sur l'entrain de voir débarquer A24 et Amazon un beau jour sur son palier et te dire « Salut, voici une tonne de fric, puis on t'a amené Keith Davis aussi, t'as vu comme il est beau? Allez, maintenant tu nous fais une série, bisous !» Pas étonnant que des erreurs aient été commises, certainement que la structure gravitant autour de Vivienne ait besoin d'un temps d'adaptation vis-à-vis de ce nouveau cadre. Mais pour en revenir aux thématiques soulevées par l'œuvre, au-delà de celles dont j'ai déjà parlé, on est sur des sujets qui sont tous profondément humains. Regret et amour pour Vaggie, alcoolisme et regret pour Husk, conflits familiaux, daddy issues et regret pour Charlie, dépression et regret pour Lucifer. Oui, je sais, c'est un peu comme s'il y avait une thématique principale autour des personnages qui regrettent des trucs et qui veulent absolument se repentir. Et si on prend Loser Baby comme chanson principale, et je le fais parce que c'est ma préférée et que je fais qu'est-ce que je veux, pour relier ça, eh ben on a une série qui est avant tout une métaphore plutôt positive et tendre, des cercles d'aide et d'entraide, des groupes d'individus tellement brisés par la vie qu'ils ont fini en enfer, et qui cherchent à se soigner en s'entourant d'autres personnes aussi brisées qu'eux pour aller mieux. Si la série peine à donner une ligne claire quant à son scénario, et part un petit peu dans tous les sens dans ce qu'elle raconte, elle est au moins claire sur son message global, et cherche à transmettre l'idée plutôt saine de ne pas souffrir seul, mais d'aller chercher de l'aide. Un message qui, à une époque où la santé mentale de la jeunesse est de plus en plus mise à mal par un monde en plein fin de capitalisme destructeur, est malheureusement plus que jamais d'actualité. Mais restons un instant quand même sur les chansons, qui sont quand même un très gros morceau, presque 50% de l'œuvre sont des chansons, qui va me permettre de parler d'un aspect capital de ce genre d'œuvre et qui nous tient tous à cœur, la VF, et particulièrement la traduction. Que voilà quelque chose qui était attendu par toute la commu francophone, et si tous font un très bon travail, spécialement Maxime Moreau en Alastor et Emmanuel Curtil en Adam qui donnent une interprétation formidable, on est malheureusement face à un problème récurrent du genre. Si les dialogues sont parfaits et les comédiens de doublage excellemment bons, rien ne peut changer le fait que traduire des chansons de comédie musicale est un exercice particulièrement casse-gueule. Et c'est pas que la traduction ou l'adaptation en elle-même soit problématique ou mal faite, mais c'est surtout que certaines langues ne s'adaptent tout simplement pas à certains types de tempo et rythmes de musique. C'est pas pour rien que certaines langues ont donné certains types de musique et pas d'autres. Mais pour le coup, ça va dans les deux sens, rassurez-vous. Par exemple, si le jazz dansant de Loser Baby ne s'accorde pas du tout avec la langue française, le tempo plus militaire et cancan de Ready for This est lui bien plus adapté et donne une chanson qui sonne presque mieux en VF qu'en VO, surtout les chœurs des cannibales qui est absolument excellent en français. Et ceci est par ailleurs valable pour d'autres langues que le français. Par exemple, la salsa énergétique des chansons Out for Love et Respectless, avec les trémolos ultra lourds de Camila Carmine, sont clairement les chansons que j'aime le moins de cette saison 1. La doubleuse est 10 fois trop à fond et il y a quelque chose qui ne passe pas dans l'intonation. Pourtant, passez-les en espagnol et vous aurez un résultat bien plus agréable à l'oreille.
luchar con pasión buscando el amor. C'est l'éternel problème d'adapter ou non les textes des chansons dans les comédies musicales. Le travail a plutôt été bien fait sur Has Been Hotel. De manière générale, même si la VF est de très bonne qualité, je vous conseillerais plutôt la VO, ne serait-ce que pour à minima les chansons, parce que la majorité sont plutôt faits pour la langue anglaise, et de passer la narration en VF si vous voulez vraiment écouter en VF, même si la VO est tout à fait qualitative. Et au passage de passer en espagnol pour les chansons de salsa, parce que dans les deux cas, la VO et la VF sont pas bonnes. De manière générale, Has Been Hotel est une surprise tout à fait agréable, et même si la hype générée aurait mérité d'être récompensée par plus d'épisodes et un récit un peu moins dense, le produit fini donne envie d'en voir la suite, et quand la saison 2 arrivera, elle aura le mérite de pouvoir lancer directement le public dans un univers complexe dont le récit initiatique de la saison 1 nous aura parfaitement fait comprendre les tenants et les aboutissants de cet univers. C'est pourquoi je vous recommande à la fois de la regarder si ce n'est pas déjà fait, de la revoir si vous l'avez déjà vue, mais surtout si vous voulez garder un tant soit peu de surprise sur le passé des personnages, ne surtout pas aller sur internet et Twitter. Déjà parce que c'est malheureux, mais l'ambiance autour de la commu est puante et parasitée par une bande de harceleurs qui ne supportent pas d'avoir été bloqués par la créatrice et tentent de pourrir la série sur sa soi-disant vulgarité, alors que sincèrement la série n'est pas du tout plus vulgaire que ça. En tout cas elle est bien moins vulgaire que ce qu'on pourrait trouver dans des Rick and Morty ou autres. Mais surtout parce que ces 8 ans de développement et de hype ont été occupés par Vivienne en donnant régulièrement des infos sur les personnages et leur background à ses fans. Ce qui fait que la bonne moitié des posts qui parlent des persos spoilent bien salement maintenant leur passé et leur futur développement. Donc vraiment, ne lisez aucun post sur cette série, c'est une horreur. Si vous en voulez plus de cet univers, je ne saurais au contraire que chaudement vous recommander le visionnage de Helluva Boss, dont je vous parlerai un peu plus en détail un jour prochain et qui est trouvable avec des sous-titres de qualité variable sur YouTube. En vous souhaitant de découvrir encore plein de nouveaux univers faits avec autant de passion et d'amour, et en souhaitant tout le bonheur du monde à cet univers et la longévité qu'il mérite, moi je vous dis à bientôt et salut. Differently, it's time to lose yourself, loathing, excuse yourself, let hope in, baby. Play your card, be who you are, a loser, just